Alors aujourd'hui, on plonge dans Courrier Sud, le tout premier roman d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est un livre qui nous emmène dans la vie très poétique d'un pilote de l'aéropostale. Et c'est surtout l'histoire d'un homme qui est littéralement déchiré entre deux mondes, le ciel, qui est son royaume, et puis la terre, un endroit beaucoup plus compliqué. On va explorer ensemble cette dualité. Dès le début, Saint-Exupéry nous met dans l'ambiance. Il faut s'imaginer le silence incroyable du désert du Sahara. Cette simple phrase, elle donne tout de suite le ton du roman, c'est contemplatif, presque mystique. On est dans le décor d'une solitude immense où le ciel devient une sorte de refuge. Et ça se passe ici, au poste de Cap Juby. Là, les aviateurs, ils ne sont pas juste isolés par la géographie, non, ils sont complètement déconnectés. Ils vivent les uns à côté des autres, mais comme le dit Saint-Exupéry, ils sont séparés par l'épaisseur du silence. La comparaison avec des planètes habitées, elle est juste parfaite. Si proche, mais totalement inaccessible. C'est vraiment la condition de base de ces pionniers. Alors dans ce grand vide, il y a un seul truc qui vient casser la routine, l'arrivée de l'avion postal. Mais attention, ce n'est pas juste un avion. C'est perçu comme un événement quasi cosmique, un peu comme une comète qui traverserait le désert. Et comment est-ce qu'on suit cette fameuse comète ? Eh bien par une simple chaîne de messages télégraphiques. Regardez un peu cette progression. Toulouse, Alicante, Agadir, toute l'aventure humaine, le courage du pilote, tout ça est réduit à une série de données, de points sur une carte, qui sont envoyés parce que le narrateur appelle un dieu lointain, c'est-à-dire Toulouse, le QG. L'humain est complètement effacé derrière la logistique. On entre maintenant dans le premier monde du pilote, son véritable sanctuaire, l'ordre qui règne dans le ciel. Pour notre protagoniste, Jacques Bernis, c'est un monde de précision, de contrôle. C'est une façon de maîtriser le chaos en fait. Avant même de décoller, tout est une sorte de rituel. L'avion, c'est une horlogerie délicate. Le pilote, lui, il s'habille comme un scaphandrier, comme s'il se coupait volontairement du monde d'en bas. Chaque vérification, chaque petite réprimande s'il y a une erreur, tout ça a un seul but, faire du vol une science exacte, une trajectoire balistique. L'idée, c'est de vaincre le hasard, de vaincre les éléments. C'est une vraie cérémonie pour imposer l'ordre. Et une fois qu'il est en l'air, la perspective change absolument tout. Depuis 3000 mètres d'altitude, le bazar de la vie humaine, il disparaît. Les maisons, les routes, tout ça devient un jeu de construction bien rangé, un monde en vitrine. De là-haut, Bernis peut lisser les imperfections du monde, le rendre simple, compréhensible. Et voilà, on arrive au point central. Cette petite phrase que Bernis se dit à lui-même « j'ai mis de l'ordre », elle résume toute la psychologie de son métier. En mettant de l'ordre dans son vol, il met de l'ordre dans sa propre tête, dans le chaos de son cœur, dans ses souvenirs. Le ciel, c'est son échappatoire. Mais bien sûr, cette fuite en avant, elle ne peut pas durer éternellement. Dès que l'avion touche le sol, Bernis se retrouve face à son deuxième monde, celui qu'il cherche à fuir, un monde de chaos émotionnel pur. Le contraste avec ce qu'on vient de voir est brutal. Si le ciel est synonyme d'ordre, la vie sur Terre, elle, est définie par le désordre. Et ici, ce désordre prend la forme du drame, de la maladie, de la mort, qui viennent tout chambouler. Ce chaos, il a un visage, c'est celui de Geneviève, la femme que Bernis aime. Son monde à elle, qui était si stable, si bien construit, est en train de s'effondrer parce que son enfant est gravement malade. C'est une lutte contre un ennemi invisible, faite de nuits blanches, de disputes qui n'ont aucun sens. C'est un sentiment d'impuissance totale qui anéantit toute forme de paix. Et ça illustre parfaitement le conflit au cœur du roman. Bernis et Geneviève sont au fond incompatibles. D'un côté, lui, c'est le fugitif. Il trouve sa paix dans le mouvement, dans la fuite. De l'autre, elle, c'est l'enracinée. Sa paix à elle, elle est dans la stabilité, dans son foyer. Lui, il appartient au monde des calculs, des trajectoires. Elle appartient au monde des souvenirs, des objets qui durent. C'est un amour tragique, parce que leurs natures mêmes sont opposées. Alors, Bernis va tenter quelque chose de fou, fusionner ces deux mondes. Il va essayer d'appliquer sa seule logique, celle du ciel, la fuite, pour sauver Geneviève. Et bien sûr, cette tentative va se solder par un échec total. Leur virée en voiture, c'est un véritable naufrage en 4 actes. D'abord, ça commence par une fuite désespérée pour échapper au deuil. Ensuite, la machine, la voiture, tombe en panne sous la pluie. Un symbole assez clair de leur espoir qui s'éteint. Puis, la nuit devient hostile. Ils sont perdus, ils ont froid, il n'y a aucun refuge. Et à la fin, c'est le retour, en silence. La défaite est complète, l'évasion est un échec. La morale de cette histoire est très claire. Ce voyage catastrophique, il prouve une chose. La logique du ciel, c'est-à-dire le mouvement comme solution à tout, ne sert absolument à rien face aux douleurs profondes, bien réelles de la Terre. On ne fuit pas un deuil en voiture comme on contourne un orage en avion. Bon, alors après cet échec cuisant, qu'est-ce qui reste ? Eh bien, Bernis se retrouve coincé
coincé dans un entre-deux, une sorte de purgatoire. Il n'appartient plus vraiment à aucun de ces deux mondes. Ce qui est vraiment poignant, c'est que leur séparation, elle n'est pas spectaculaire. Le retour est facile, nous dit le texte. Ils comprennent, sans même avoir besoin de se le dire, qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. La grande passion ne finit pas dans les cris et les larmes, mais dans une sorte de constat silencieux. Et ça laisse un vide immense. Et donc Bernice se retrouve sans aucune attache. La vie sur Terre lui est devenue complètement étrangère. Mais son refuge dans le ciel n'est plus une solution, c'est juste devenu un travail. Il ne lui reste plus qu'à attendre de retourner au seul ordre qu'il connaît encore, celui de son métier de pilote. Et le roman se termine là-dessus, sur la grande question qu'il pose depuis le début. Et c'est une question qui reste totalement ouverte. Où est-ce qu'une personne qui n'appartient ni au ciel ni à la terre peut vraiment trouver sa place, son chez-soi? C'est une réflexion qui va bien au-delà de l'aviation, sur le sens de la vie, sur l'appartenance et sur cette solitude fondamentale qui fait partie de la condition humaine.